L'application la plus grave avec Olivier Lacoureille sur les paralysies bilatérales, donc Lacoureille, Malinvaud, Ménard et Bonfils. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, mes chers collègues, j'ai le plaisir de venir vous parler, c'est toujours un plaisir. Je remercie aussi Fabrice Mélégo de m'inviter à une société mixte endocrinologie et thyroïde. Vous savez que les ORL aussi font de la thyroïde. Et pourquoi vous parler de complications? C'est toujours très intéressant de parler de complications, mais pourquoi spécialement l'immobilité laryngée bilatérale? D'abord, quelques chiffres. Et donc, si l'on regarde d'une part le nombre de thyroïdectomies totales qui sont faites par an en France pour un cancer, on a à peu près le chiffre de 8000. Si on regarde l'incidence des goitres simples bénins, et là on prend les données qui sont à l'examen classé en national, enseignées à nos futurs internes, on trouve à peu près 10% des 50 millions de Français. Bon, on ne va pas opérer toutes les thyroïdes goitreuses, et si on considère qu'on n'opère que les compliquées, on peut opérer 1% de ces 10%. Troisième chiffre, si l'on recherche l'immobilité laryngée bilatérale post-thyroïdectomie totale dans la littérature, le chiffre est maintenant bien connu, il oscille entre 0,2 et 0,8%. Quand on fait une simple règle de 3 avec ces divers chiffres, on obtient le risque théorique de l'immobilité laryngée bilatérale que l'on peut mettre au minimum. Nous n'opérons plus les goitres, nous n'opérons que les cancers, et à ce moment-là, vous aurez 16 à 64 patients par an pour toute la France, ou bien nous opérons les cancers et les goitres compliqués, et à ce moment-là, on arrive à un chiffre global pour l'ensemble de la population française, non pas par an, mais un chiffre global de 10 000 à 40 000 patients. Donc on voit complications exceptionnelles et un souci en termes de population. Est-ce une rareté à laquelle malheureusement on ne s'intéresse pas assez, ou est-ce un véritable problème de santé publique? Mais ce n'est pas suffisant comme données. Il faut savoir que nous vivons à un moment où le patient souhaite être informé. J'ai eu le plaisir de présenter ici, il y a quelques années, des travaux faits à la HEGP sur le souhait du patient très fort d'être informé du risque de chirurgie, du risque post-chirurgical, et que ce souhait augmentait, d'autant que la complication était soit très fréquente, soit exceptionnelle. Et c'est une donnée qu'on retrouve dans tous les papiers sur l'information. Encore une raison pour cette communication, c'est que nous vivons sous un régime légal, et que depuis la loi du 4 mars 2002 et de nombreux arrêts de la Cour de cassation, je vous ai glissé, parce que je suis aussi expert judiciaire, les arrêts qui depuis 1997 ont répété l'obligation d'informer un malade sur les risques exceptionnels avant tout geste chirurgical. Un dernier arrêt très récent, datant de 2010, soulignant que le défaut d'information en lui-même condamné résultait d'une faute, en une faute éventuellement condamnable, appelée à réparation, même si la complication ne survenait pas. On voit très bien qu'il y a une concordance en termes d'incidence, de souhait, de raisons légales, et aussi du fait que je suis ORL, et que ces complications, ce sont les ORL qui les présentent. Raison pour laquelle je viens vous parler aujourd'hui de cette complication exceptionnelle, et mon propos sera en 3 parties. Vous parlez de la physiopathologie, parce que vous voyez bien que depuis le début de cette présentation, je ne parle pas de paralysie, je ne prononce ce mot pas, le mot paralysie, je répète immobilité. Je vais bien entendu vous parler de la symptomatologie de l'évolution spontanée, car ce sont les chirurgiens qui adressent leurs malades à l'otorhinolaryngologiste. Ne vous inquiétez pas, les otorhinolaryngologistes ont aussi des paralysies laryngées bilatérales. Et ensuite, vous parlez des prises en charge thérapeutiques et des résultats. Et sans doute, je terminerai par 3 articles qui vont peut-être vous surprendre, car ils vont transformer, il me semble, la donne à l'heure actuelle. Alors, cette étude est rétrospective sur la période 1975-2011. Et dans le service, nous avons une base de données avec 333 patients avec une immobilité laryngée bilatérale de diverses étiologies, post-radiothérapie par exemple. Et au sein de cette population, 81 patients que j'ai sélectionnés pour vous parler ont une immobilité laryngée bilatérale non traitée, post-thyroïdectomie totale, en un temps bien entendu. La population, majorité de femmes, ça ne vous étonne pas, une médiane de l'âge à 51. Ce qui est intéressant, c'est que le délai de consultation, de première consultation à la HEGP, était très, très variable, 3 groupes, un tiers à peu près avant le 3e mois. La très grande majorité de ce groupe-là, c'est dans le 1er mois, voire dans les premiers jours. 17 entre le 4e et le 11e mois, et 26 au-delà du 12e mois. Vous voyez bien même que nous avons des patients, 20 ans après, qui viennent de 146 mois, pour chercher une solution à leurs problèmes.
En termes de physiopathologie, si l'on analyse deux grandes causes, bien entendu la paralysie, mais aussi l'ankylose. La corde vocale bouge parce qu'elle est attachée à deux cartilages, le cartilage thyroïde en avant et en arrière le cartilage aryténoïde, qui crée les mouvements. Et donc, comme le coude, qui peut ne plus fonctionner parce qu'il est ankylosé ou parce que le nerf qui contrôle sa mobilité ou la mobilité de ses muscles est atteint, c'est la même chose au niveau de la corde vocale. Vous avez donc des ankyloses et des paralysies. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que le nombre en termes de physiopathologie, lorsqu'on les classe, ce sont principalement des paralysies, mais simplement 66 sur 81. Ça veut dire que l'ankylose ou les atteintes mixtes, un côté une ankylose, un autre côté une paralysie, existent. Ceci est authentifié, ce n'est pas nouveau, je vous ai simplement mis le dernier article qui écrit « Toute immobilité laryngée post-thyroïdectomie totale n'est pas une paralysie laryngée ». Je vous le démontre parce que nous avons fait une analyse visuelle du larynx par endoscopie. Vous voyez que nous avons dans 13% des cas des lésions laryngées. Elles peuvent être gravissimes, ce sont des dénudations cartilagineuses ou des sténoses laryngotrachéales organisées, dans les cas qui sont vus tardivement par rapport à la thyroïdectomie, bien entendu, ou bien des œdèmes et des hématomes et des granulomes, et tout ceci, ce sont des traumatismes d'intubation. Mais le chirurgien n'est pas exempt de considération, parce que l'hyperextension cervicale, il faut le savoir, modifie grandement la position du ballonnet par rapport au plan glottique. On fait remonter le ballonnet. On peut se demander si les hyperextensions trop importantes sur thyroïdectomie totale ne sont pas un risque d'immobilité laryngée bilatérale. Quelle est la symptomatologie et quelle est l'évolution spontanée de ces lésions? La symptomatologie, bien entendu, tous les malades étaient en dyspnée. Et vous voyez que c'est intéressant, ces dyspnées sont, dans plus de 2/3 des cas, des dyspnées extrêmement sévères. 11 patients trachéotomisés, 4 patients transférés intubés, 32 dyspnées de repos au moindre effort, empêchant toute activité, et à l'effort modéré, c'est-à-dire à un étage, 34 personnes. Donc le symptôme qui est au problème blanc, c'est la gêne respiratoire. Bien entendu, la voix est normale. Par contre, on peut retrouver des spasmes laryngés avec des sensations d'asphyxie au moindre effort, et enfin des troubles de la déglutition qui ne sont pas liés à l'atteinte du nerf laryngé inférieur, mais qui témoignent le plus souvent d'une atteinte associée des nerfs laryngés supérieurs, qui sont en danger, comme vous le savez tous, au niveau du pôle supérieur de la thyroïde. Au plan de l'évolution, ce qui est frappant, c'est la possible récupération de la mobilité laryngée. Dans près d'un tiers des cas, vous voyez, la récupération dans le temps est possible. Elle est le plus souvent unilatérale et très rarement complète, moins de 8% des cas. Le taux de récupération varie dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai présenté les 3 groupes. Vous voyez que si le malade, la majorité des récupérations survient dans les 3 mois qui suivent le traumatisme, vous avez encore un pourcentage de chances de récupération important entre le 3 et le 11e mois. Et enfin, au-delà du 12e mois, il n'y a pratiquement plus de récupération. C'est un point très important pour la gestion du malade et l'information post-opératoire de ce malade. Enfin, après le 14e mois, nous n'avons noté aucune récupération. Dans la littérature, il y a des récupérations notées au-delà du 22e mois, mais ce sont des articles publiés par des chirurgiens sans qu'il y ait d'otorhinolaryngologistes dans la série. Quel est le traitement? Dans cette population, deux options. Soit une surveillance, je vous expliquerai pourquoi, soit dans notre service un agrandissement laryngé, je vous parlerai un peu plus tard de la réinnervation laryngée. Quelles sont les spécificités en termes de population de ces deux groupes très différents? Eh bien, si l'on compare, la surveillance est faite beaucoup plus souvent quand les malades sont vus à un stade précoce, avant le 3e mois. Car bien entendu, étant au courant des possibilités de récupération, l'otorhinolaryngologiste essaie d'attendre, car tout agrandissement altérera la voix, et ce sera définitif. Au contraire, quand on est au-delà du 9e mois, et que les possibilités de récupération sont très faibles, quasi inexistantes, on a beaucoup plus tendance à agrandir, et donc à améliorer l'état respiratoire en payant un prix, enfin le malade paie le prix, pas le chirurgien, qui est un prix sur la voix. La dyspnée d'effort, bien entendu, est beaucoup plus fréquente chez les malades que l'on surveille. Ils sont dyspnéiques, mais simplement à l'effort, alors que les dyspnées sont beaucoup plus sévères chez les malades qu'on agrandit. C'est le deuxième élément qui va transformer. Et vous voyez que ces dyspnées sévères, ce sont toutes les trachéotomies, tous les patients intubés, et 50% des malades qui avaient une dyspnée au repos. Et enfin, un dernier élément, c'est l'élément d'information. Car l'otorhinolaryngologiste se doit d'expliquer au malade qu'il va falloir
qu'il joue une balance. Veut-il améliorer sa respiration, mais sa voix va être altérée. Et vous comprenez bien que devant cet élément qui lui est brutalement apporté, même si l'on utilise de l'empathie, même si l'on prend du temps, un certain nombre de malades reculent devant le risque opératoire. Et vous voyez que dans ces reculs, les raisons qui interviennent, c'est toujours le risque de dégradation vocale, c'est même pas un risque, c'est une certitude, et souvent le risque de trachéotomie, car on va opérer un malade au laser sur un organe unique qui est déjà fermé, et l'on risque un œdème post-opératoire. Et une fois qu'on a fait une trachéotomie, on ne sait jamais si on va pouvoir l'enlever. Donc on est obligé d'informer le malade que ce laser, cet agrandissement, peut se compliquer de trachéotomie. Quels sont nos résultats? Bien entendu, sur la respiration, en termes de surveillance, on a 2/3 d'amélioration très nette, donc 3 ablations sur 4 de trachéotomie, mais il faut noter qu'en même temps, nous avons 13 récupérations de mobilité sur 32 malades. La morbidité de ce geste de surveillance, elle n'est pas nulle. En effet, nous avons eu une aggravation avec une dyspnée aiguë qui a dû être intubée en urgence au domicile par le SAMU, donc un risque authentiquement vital. Et deuxièmement, un malade chez qui nous avons dû faire une trachéotomie temporaire, vue en consultation parce qu'il s'aggravait. L'agrandissement, par contre, en termes respiratoires, c'est quasi la guérison, 95,8% d'amélioration. Nous avons enlevé toutes les trachéotomies et avons eu moins de récupération de mobilité. C'est normal, c'est des malades qui étaient vus plus tard. Quels sont les risques? Ils ne sont pas nuls. Donc attention non plus de ne pas envoyer à l'ORL le malade en lui disant « vous allez voir notre ORL, il est très gentil, il va vous faire un peu de laser et ça va aller très très bien ». Vous voyez qu'il y a 12% de morbidité. Nous avons eu un décès secondaire. J'ai compté ce décès dans la cause. Il y a une patiente qui avait aussi une insuffisance cardiaque que nous avons agrandie. Ça a été très bien pendant 5 jours. Elle est rentrée chez elle. Et puis la décompensation cardiaque est survenue. Au 15e jour, elle est décédée de sa décompensation cardiaque. Donc je l'ai incluse. Elle meurt de décès cardiaque, mais suite à un agrandissement. Nous avons eu une trachéotomie, 2 dyspnées qui n'ont pas eu besoin de trachéotomie mais qui étaient sévères, une pneumopathie d'inhalation, bien entendu, puisqu'on a agrandi, et une hémorragie que l'on a pu contrôler. Alors, voici un larynx, et je souhaitais vous parler de l'évolution dans le service, mais qui est une évolution globale dans le monde, de ces techniques d'agrandissement laryngé. Si on prend la période 1975-1980, ce que nous faisions, c'est l'arythénoïdectomie unilatérale, donc par voie endoscopique, au laser, on enlève ce cartilage qui est en marron foncé en arrière. Devant, c'est le... J'ai oublié que vous n'êtes pas spécialiste du larynx. Donc, le cartilage arythénoïde est ici. La corde vocale est là. C'est un larynx féminin. Le cartilage arythénoïde est très large. Le cartilage thyroïde, la pomme d'Adam est devant. Et ici, vous avez le cricoïde sur lequel l'arythénoïde. Et là, c'est l'articulation dont je vous parle. Donc, la première technique, l'arythénoïdectomie, qui auparavant, avant les techniques de laser, se faisait par voie translaryngée, maintenant se fait par voie endoscopique. On comprend bien que l'altération vocale est majeure. Ici, il va y avoir un espace qui ne sera pas fermé par la corde vocale. Et deuxièmement, qu'il y a un risque d'inhalation, puisque l'on enlève une hauteur laryngée lors de la déglutition, la fermeture laryngée sera beaucoup plus gênée. Ceci nous a conduit, au décours des années 82, à introduire la cordotomie transverse en France. Je voudrais saluer les ORL lyonnais, parce que c'est le professeur Gaillard à Lyon qui, le premier, a fait la cordotomie transverse. Il est toujours oublié par les Nord-Américains, qui citent des auteurs nord-américains, mais il a fait la première au monde. Malheureusement, il a publié en français. Et donc, cette cordotomie transverse postérieure, elle consiste à sectionner le ligament vocal et le muscle thyroarythénoïdien, le muscle de la corde vocale. Ça va entraîner une rétraction de la corde vocale et une encoche qui va se créer. Au début, une large encoche, mais comme la nature a horreur du vide, elle va progressivement se fermer. Et vous garderez une voix moins altérée que par l'arythénoïdectomie, sans trouble de la déglutition. Et puis la dernière évolution, et là il faut saluer un auteur nord-américain, le professeur Cromley, qui a décrit cette technique dans les années 98, c'est ce qu'on appelle l'arythénoïdectomie médiale. Pour essayer de maintenir la voix, cet auteur a décidé de faire des petites encoches latérales en arrière du plan glottique, ce qui gardera la voix, et en agrandissant de façon minime et postérieure la fente respiratoire, permettant d'améliorer la respiration, mais gardant une séquelle respiratoire quand même importante, c'est-à-dire les efforts violents ne sont pas possibles. Alors en résumé, le message que je souhaite vous faire passer, c'est que la physiologie de l'immobilité laryngée bilatérale post-thyroïdectomie n'est pas univoque. Bien sûr, 9 fois sur 10, c'est une paralysie, mais 1 fois sur 10, c'est une ankylose.
Et c'est normal que l'on retrouve des lésions laryngées une fois sur 10. Ça colle tout à fait. La récupération survient une fois sur 4. Deuxièmement, la symptomatologie respiratoire très sévère est la règle, 8 fois sur 10. Troisièmement, le traitement palliatif que nous allons faire, et j'utilise volontairement le mot palliatif, est très agressif sur la phonation. Ce sont ces techniques d'agrandissement laryngé. Donc on essaie de faire de plus en plus étroit pour garder la voix. Et la discussion, c'est la réinnervation laryngée. Il y a une équipe en France qui est très en pointe, c'est celle du professeur Marie à Rouen, et qui donne des résultats qui semblent très encourageants, en innervant d'un côté les muscles abducteurs par une branche du phrénique, et de l'autre côté les muscles abducteurs par le grand hypoglosse. Le problème à l'heure actuelle, c'est que les résultats ne sont pas transmissibles d'une équipe à une autre. Il y a énormément de discussions, mais j'ai vu des résultats extrêmement encourageants. Et enfin, le dernier point, bien sûr, nous parlons de médecine, d'amélioration, mais il y a un risque majeur pour le chirurgien et pour l'anesthésiste. Alors bien entendu, comment gérer cette complication exceptionnelle? C'est la première chose. Très important, c'est l'information pré- et post-opératoire. La plainte maximale que moi je reçois des malades quand je les vois pour une mobilité laryngale latérale, c'est « on m'a rien dit », avant, pendant et après. Mais si on m'avait dit, mais pourquoi on ne m'a pas dit ce que vous me dites, etc. Deuxièmement, c'est un dépistage précoce, parce que bien entendu, le stade de l'ankylose passe par un stade d'arthrite, sur lequel les corticoïdes et les antibiotiques peuvent agir, c'est-à-dire un dépistage dégien. Et troisièmement, c'est une collaboration très étroite avec les otorhinolaryngologistes, avec deux mots, collaboration en amont de l'intervention, en aval, et surtout savoir attendre et discuter la trachéotomie. Comment éviter cette complication? Et là, je vais vous donner des données classiques. Bien sûr, on peut faire une évaluation préopératoire du larynx et on devrait systématiquement la faire. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une paralysie laryngée, d'autres étiologies, à voie normale. Et le Dr Wang, très récemment, dans une grande revue consacrée à la thyroïde, a montré que dans 8% des cas, c'était le cas sur une série de plus de 100 malades. Donc ça renforce encore cette collaboration avec l'otorhinolaryngologiste. Le deuxième point, c'est la connaissance des variantes anatomiques. Je ne vais pas vous parler de cela, mais un article récent d'un auteur italien très connu dans la chirurgie de la thyroïde, qui montre que dans 60% des cas, si vous suivez le nerf récurrent inférieur 5 cm avant sa bifurcation, il se divise en 2 à 3 branches. Et donc là, ça pose tout le problème de l'endroit où l'on doit aller chercher le nerf laryngé inférieur. Doit-on le chercher près de la capsule et de la pénétration, ou doit-on aller le chercher loin? Et le problème, c'est que c'est la branche antérieure qui est la primordiale. Et donc, si par malheur, on trouve son tronc de nerf laryngé inférieur à 3 cm de la pénétration et qu'on a raté la branche antérieure, on va de bonne foi couper tout ce qui est devant en allant très vite. Et là, ça relance une grande discussion sur l'intérêt de la thyroïdectomie intracapsulaire après avoir préservé les parathyroïdes antérieurs et inférieurs et de redescendre lentement vers le tronc du nerf. Quatrième point, la technique rigoureuse, c'est-à-dire que pour chercher un nerf, il faut avoir libéré un certain nombre d'éléments. C'est une stratégie. Et donc là, vous le savez tous, mais il y a un excellent article publié dans les Annales de chirurgie par une très grande équipe que nous demandons aux internes de connaître par cœur. La seule question qui se pose et qui est d'actualité, c'est le neuromonitoring laryngé. Vous savez que le neuromonitoring laryngé il a été introduit il y a une quinzaine d'années maintenant et qu'il y a énormément d'articles dessus qui discutent de sa réelle utilité. Est-ce utile et quand? Et à l'heure actuelle, il y a un manque de consensus scientifique. Pour tout article disant que c'est utile, vous pouvez trouver un article bien construit qui dit le contraire. Cette donnée, elle est en train de se transformer. Et c'est un véritable séisme. Il y a 3 articles, je vais prendre quelques minutes pour vous en parler un peu, qui ont été publiés par des auteurs allemands, dont la rigueur ne peut pas être mise en cause. Le premier, c'est le professeur Goretzky, dans le World Journal of Surgery, il y a 2 ans, qui a publié une étude de 1330 malades, décrivant son expérience depuis la modification de son pratique. Jusqu'en 1998, ces auteurs repéraient le nerf laryngé inférieur, mais n'utilisaient pas le neuromonitoring. Le changement qu'ils ont fait, c'est utiliser le neuromonitoring pour vérifier qu'après la loboïsmectomie initiale, la conduction nerveuse était conservée du côté du nerf récurrent et du pneumogastrique ipsilatéral. Depuis qu'ils ont fait ça, ils n'ont plus une seule paralysie laryngée bilatérale, c'est-à-dire qu'ils faisaient leur chirurgie en 2 temps, s'arrêtant si la transmission n'était pas présente, réveillant le malade, vérifiant la mobilité corporelle et programmant le 2e temps opératoire 15 jours, 3 jours, 1 mois, 1 an plus tard, dans les goitres bénins. Le 2e article, c'est le professeur Drale, excusez-moi, qui est vraiment
mondialement reconnu dans la chirurgie thyroïdienne et le neuromonitoring. Et cet auteur a fait une enquête allemande en posant la question de savoir combien de chirurgiens en Allemagne utilisaient le neuromonitoring, de chirurgiens spécialisés dans la thyroïde. Le taux est de 93% en 2012. Et il a demandé, si vous avez une perte du signal, que faites-vous? 90% des chirurgiens arrêtent l'intervention, réveillent le malade. Et il précise que la perte de signal est rare et que le neuromonitoring a une sensibilité de 99%. Donc là, on a un standard de traitement, de prise en charge qui a changé. Dernier point, pour vous inquiéter encore un petit peu plus, parce que je suis expert judiciaire, le professeur Dral vient d'étudier les résultats des mises en cause des chirurgiens au décours de la pathologie thyroïdienne. Il a montré que depuis 2007, les tribunaux allemands considèrent que s'il n'y a pas eu de discussion sur le neuromonitoring laryngé, ou si le neuromonitoring laryngé qu'ils ont utilisé, qui a été utilisé par les chirurgiens, ne correspond pas au standard international, il y a une condamnation dans 75% des cas. Vous voyez que nous avons des éléments objectifs, des éléments d'activité et des éléments juridiques qui font que dans les goitres bénins, je pense que notre compagnie doit se poser la question si l'évaluation en péropératoire au terme de la lobotomie initiale du maintien de la conduction nerveuse ou non, et qu'en l'absence de conduction nerveuse, du côté opéré, ne faut-il pas réaliser la thyroïdectomie totale en 2 temps? Bien entendu, ça impose d'informer le malade en préopératoire de cette nouvelle stratégie et aussi du fait si l'équipe qui opère utilise le neuromonitoring. Et je pense que ces données sont tellement importantes que cette enquête qui a été faite en Allemagne devrait être faite en France et sans doute sous l'égide de notre compagnie qui devrait fusionner, associer l'ensemble des sociétés savantes dont les spécialistes, otorhinolaryngologistes, chirurgiens généralistes, chirurgiens endocriniens, mais aussi thoraciques anciens, vasculaires anciens, pratiquent la chirurgie de la glande thyroïde. Car autrement, je crains que nous ayons à faire face à une augmentation importante des condamnations de nos collègues et que nous soyons dans une situation où les magistrats pourraient se demander pourquoi nous n'avons pas lancé un tel mouvement au sein des chirurgiens français. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette mise au point. Michel Germain, compliments pour cette très belle communication visionnaire. J'ai deux aspects à signaler. D'une part, la structure très particulière des nerfs laryngés inférieurs, qui comportent des fibres adductrices et abductrices. Et donc, la difficulté de le reconstruire. Et d'autre part, ces fibres nerveuses sont extrêmement plexiques, c'est-à-dire des échanges de demi-millimètre à demi-millimètre. Donc voilà la première souci. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est les transplantations de larynx, qui est un sujet très voisin. La plus grande série mondiale de transplantation de larynx est faite en Colombie. Or, les Colombiens, après la transplantation, donc des allogreffes de larynx, ne font pas de trachéotomie. Comment le patient peut-il survivre? Ils élargissent, dans ce cas-là, les cordes vocales en faisant des réjections laser, comme vous l'avez très bien déterminé. Et nous-mêmes, vous le savez, nous avons fait des transplantations de larynx chez le primate. Nous n'avons jamais observé des résultats fonctionnels, simplement une fibrillation des cordes vocales très insuffisante pour donner des résultats. Et ma question finale, c'est, vous en avez parlé avec le patron de Rouen, n'est-ce pas? La question finale, que recommandez-vous en cas de lésion des cordes vocales, en cas de lésion des nerfs laryngés inférieurs? Merci. Merci, M. Germain, pour tous vos commentaires. Pour dire que vous avez une double qualification, triple, chirurgien, otorhinolaryngologiste et anatomiste. C'est carrément un cours de laryngologie que vous me demandez de faire. Alors, vous savez tous, le nerf laryngé inférieur, abducteur, adducteur, plexiforme, et donc les sutures des nerfs laryngés risquent d'amener des fibres abductrices vers des muscles adducteurs et vice-versa. Ça explique les fibrillations dont vous parlez. Donc la suture nerveuse bout à bout est une technique qui est abandonnée. Se pose le problème des réinnervations laryngées, que l'on peut envisager. Vous avez parlé de la greffe laryngée, qui est adjacente à mon propos, mais on peut le transposer tout à fait, je vous remercie de votre question, pour les paralysies laryngées bilatérales. Et
c'est, à mon avis, à mon humble avis, l'avenir. Pourquoi? C'est parce que, d'une part, ce que l'on obtient toujours dans les réinnervations laryngées, c'est une augmentation du tonus musculaire. D'accord? Et ce tonus musculaire va toujours, avec la réinnervation qui se promet, donner un élément de mobilité, de dynamique laryngée. Deuxièmement, c'est qu'une grande partie des malades ont une trachéotomie. Je vous rappelle que 45% des malades qui ont une immobilité laryngée bilatérale post-thyroïdectomie finissent avec une trachéotomie. Enfin, continuent leur vie avec une trachéotomie. Donc ces malades, on peut toujours, dans un premier temps, à mon sens, les réendormir, agrandir la cicatrice de thyroïdectomie et tenter dans un premier temps une réinnervation laryngée, attendre un an, et si la réinnervation laryngée ne marche pas, aller à l'agrandissement. Donc, je suis totalement pour la réinnervation laryngée. Nous ne la pratiquons pas dans le service. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est que quand on lit la littérature, il y avait d'énormes discordances entre quelles techniques utilisait le chirurgien. Est-ce qu'il faisait un transfert neuromusculaire, un transfert musculaire? Quel nerf utiliser? À quel endroit placer les muscles? Et donc, depuis les travaux nord-américains et vos travaux des années 90, 80-90, il n'y a pas eu de réel progrès. Il se trouve qu'en France, il y a un opérateur qui a cru dans cette technique. Il faut lui rendre un hommage. C'est le professeur, je vous en ai parlé, Jean-Paul Marie, à Rouen. Et donc, on a pris l'attitude d'adresser les malades, d'offrir l'option aux malades et d'adresser les malades au professeur Marie pour qu'il augmente sa cohorte. Il a à l'heure actuelle une cohorte de 12 malades avec des résultats extrêmement encourageants. Et donc, je pense que dans les 20 années à venir, peut-être plus vite, si les taux de paralysie laryngée augmentent, il y aura de plus en plus de réinnervation laryngée. Merci. Donc, d'autres commentaires ou questions? Est-ce que vous pensez qu'il faut réinnerver les deux côtés en même temps ou alors procéder par étapes? Je n'ai pas d'opinion parce que je ne le fais pas, donc je peux penser comme un livre, ce qui est toujours très embêtant. Je sais que le professeur Marie réinnerve un côté abducteur par le phrénique, une racine du phrénique, qui donc à l'inspiration va ouvrir le plan glottique, et de l'autre côté, par un muscle adducteur, par un nerf adducteur, ce qui est l'hyoglosse. Voilà ce que je peux vous dire. Oui. Les chirurgiens ésophagiens connaissent malheureusement les paralysies récurrentielles bilatérales parce qu'il y a déjà une vingtaine d'années, Akiyama avait insisté sur les lymphodélectomies totales dans les cancers de l'ésophage, et notamment dans les cancers de l'ésophage sous-trachéaux, et notamment par la technique du three fields, avec un curage ganglionnaire sur 3 étages. Et il y avait notamment le curage, d'une part, du récurrent gauche entre l'aorte et puis la colonne vertébrale dans le lit ésophagien, mais il y avait aussi le curage de l'anse du récurrent droit sur la sous-clavière. Et pourtant, on voit très bien cette anse du récurrent droit sur la sous-clavière, on a l'impression que c'est évident qu'il n'y a aucun problème. Et quand on fait ce double curage, il y a malheureusement de temps en temps, et quelquefois dans certaines statistiques, ça va jusqu'à 40%, des paralysies récurrentielles bilatérales. Ce qui fait qu'il y a eu une conférence de consensus à Munich qui était très réticente sur ces curages récurrentiels bilatéraux, en disant que ça ne pouvait être fait que dans des centres très experts, très expérimentés, et par des chirurgiens aussi expérimentés. Il est bien évident que le risque va dépendre de la raison de la thyroïdectomie totale ou subtotale, que selon s'il s'agit d'un goitre, d'un volumineux goitre bénin compressif, d'une maladie de base d'eau ou alors d'un cancer. Et dans cette dernière éventualité, ça peut poser problème lorsqu'il est nécessaire de faire non seulement une thyroïdectomie totale, mais un curage associé, de s'arrêter en route parce que le monitoring dit « attendez, ça souffre d'un côté ». Il faudrait peut-être attendre combien avant de terminer une intervention
pour une lésion maligne, dont certaines sont inquiétantes. Là, c'est une remarque plus qu'une question que j'allais vous poser. Je vais répondre tout de suite à cette question. Les auteurs allemands précisent bien que leur indication n'est que dans les goitres bénins. Bien. Ils ont sorti les cancers. Deuxième point, dans les cancers, il y a 2-3 études nord-américaines qui démontrent que dans le cadre des cancers papillaires, quand la taille est inférieure à 4 cm, que le lobe controlatéral est sain, ils font en 2 temps. On est bien d'accord. Bien, merci. Je n'ai pas terminé parce que, pardon, mon cher Philippe, et vous avez souligné tout de même qu'il serait souhaitable de progresser pour éviter ces dégâts. Alors, ma question est, on voit apparaître de temps en temps, même de plus en plus, de comptes rendus d'exérèse de thyroïdectomie totale par chirurgie robotique. Alors, j'aimerais bien savoir si on a une idée indépendamment des facteurs, non, n'insistons pas, sur le bénéfice que pourrait comporter cette technique chirurgicale pour éviter au maximum les complications nerveuses. Qu'en pensez-vous? Alors, ça impose de préciser quel type de répondre à votre question impose de préciser le type de neuromonitoring laryngé qui est constitué comme le standard international. Il faut savoir que ce que je vous présente est soutenu de plus en plus par les auteurs anglais et américains. Donc on a les Allemands, les Anglais et les Américains qui sont en train de créer un standard. Ce neuromonitoring, c'est un neuromonitoring qui impose d'aller rechercher dans la gouttière vasculaire le pneumogastrique, de mettre sur le pneumogastrique une petite bague, et ensuite d'aller tester le nerf laryngé, et on doit tester les deux, pneumogastrique et laryngé inférieur, avant et après l'exérèse. C'est ça le standard. Bien. Donc il est tout à fait vrai que par voie axillaire, on peut se demander, mais les chirurgiens qui passent par voie axillaire et par robot sont prêts à faire un nombre de choses que l'on ne croyait pas possible. Donc je pense que ça ne les arrêtera pas. Voilà. Je suis plus embêté sur la chirurgie vidéo-assistée par mini-incision, comme fait M. Micoli, parce qu'à ce moment-là, l'encombrement du champ opératoire est important. Pour le robot, je ne le pratique pas, mais j'en ai vu 2, le champ opératoire peut être gigantesque en raison du décollement, et le chirurgien robotique n'hésite pas à passer au travers du muscle sternocleidomastoïdien, à dissiser, on va dire, pour un ORL, un peu brutalement le cou. Ça ne le gêne pas. Ce qui m'ennuie plus pour le chirurgien robot assisté, c'est le bras qui est en hyperextension. Et donc le risque, ce n'est pas le récurrent, c'est le plexus brachial. Et donc changer, pour une cicatrice, prendre un risque sur un nerf, sur un plexus, comme le plexus brachial, là aussi, au plan expertise, c'est dangereux. Ce qui est embêtant à l'heure actuelle, c'est que vous savez que les magistrats, quand ils demandent à un expert judiciaire de donner son opinion sur une complication et sur la causalité, il y a les moyens qui interviennent toujours dans la mission. Est-ce que les moyens disponibles ont été mis à disposition du patient? Et le standard, ce n'est pas pour le magistrat le standard français. C'est le standard international, sous-entendu PubMed. Parce que ces articles ont été relus par des relecteurs et parce qu'ils sont à disposition de la communauté. Et donc le danger à l'heure actuelle, c'est qu'il y a 3 articles qui, pour un expert judiciaire, si un avocat lui sort les articles, voire même s'il ne les mentionne pas, peut être considéré comme ne faisant pas correctement son métier. C'est ça le vrai danger. Et ces articles, il y en a un depuis 2010, et là il y a une rafale en 2012. Donc ça veut dire qu'il se passe vraiment quelque chose. Bien. Merci beaucoup. On va être obligé d'interrompre la discussion. Juste un petit commentaire sur cet aspect médico-légal. Il n'y a aucune preuve dans la littérature qu'il y a une diminution du taux des paralysies récurrentielles grâce au neuromonitoring. Donc je partage totalement cette opinion. Donc c'est un élément absolument fondamental. Après que les habitudes des équipes ou des chirurgiens soient différentes et que le ressenti du chirurgien soit différent, ça c'est aussi une autre certitude. C'est-à-dire le seul élément qui a été prouvé, c'est que ce neuromonitoring améliorait le confort du chirurgien, en fait, et son angoisse, son anxiété. Je partage tout à fait ça, mais là, on a un nouvel élément qui vient. Je finis juste. Ce n'est pas une détection ou diminuer le taux de paralysie. C'est quelle stratégie vais-je adopter en paire opératoire pour une pathologie bénigne. C'est un raisonnement à un niveau totalement différent. Je pense que ça pourra faire l'objet de futures discussions, j'espère, au sein de l'Académie. Et si vous me permettez, je souhaiterais présenter les recommandations de la FCE pour la chirurgie ambulatoire.